Je crois que les faits qu'il faut bien avoir en tête, ils passent par trois éléments. La dette, la composition du PIB et la croissance économique. Ce sont trois très grands paramètres, trois paramètres macroéconomiques de fond qui vont évidemment conditionner notre futur. La dette, presque tout le monde normalement est au courant qu'elle a largement dépassé les 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'elle est globalement équivalente à 100% de notre PIB. Mais attention, cette dette-là ne prend en compte que la dette de l'État. À cet endettement-là, tu peux rajouter l'endettement de la sécurité sociale, tu peux rajouter l'endettement lié aux engagements pour les retraites qui sont pas comptabilisés, tu peux rajouter l'endettement des collectivités locales, tu peux rajouter l'endettement des caisses de retraite, tu peux rajouter l'endettement d'un certain nombre d'agences de l'État qui sont hors compta public, etc., etc. La liste est très longue. À ça, tu peux aussi rajouter l'endettement des entreprises et l'endettement des ménages. On arrive allègrement à 3, 4, 5 fois le PIB en fonction de la définition d'endettement plus ou moins large que l'on va retenir. Donc très important, un stock de dette qui est absolument colossal. Ensuite, je te parlais du PIB. Le PIB aujourd'hui en France, il est à 57% issu de la dépense publique. Je vais pas dire c'est bien, c'est mal, faut baisser les dépenses, faut augmenter les dépenses, faut plus de fonctionnaires, faut moins de fonctionnaires. Peu importe. Je dis simplement, aujourd'hui, factuellement, 57% de notre PIB, c'est de la dépense publique. Ça veut dire que 43% seulement du PIB est de la véritable création de richesses privées. Peu importe, bien, mal, encore une fois, on s'en fiche. Simplement, tout le monde comprendra que mathématiquement, quand bien même on taxerait à 100% les 43% de richesses privées, que ça ne permettrait même pas de couvrir la totalité des 57% de notre PIB formés, réalisés grâce à de la dépense publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre PIB, il faudrait le faire baisser de 30 à 40% pour pouvoir rendre la dépense publique finançable par la création de richesses privées et donc retrouver un équilibre financier de long terme. Mais 30% de baisse de notre PIB, c'est tout bonnement impossible. Donc il ne s'agit pas de baisser les dépenses de 5 milliards, de 10 milliards, de 20 milliards, de 30 milliards. On parle de supprimer 30% d'un PIB de 2000 milliards. On parle donc au bas mot de 600 milliards d'euros par an. Ça s'appelle pas une récession, ça s'appelle pas une déflation, ça s'appelle une immense, une colossale, une phénoménale dépression économique. Donc, logiquement, tu vois déjà qu'entre le stock de dette et la composition de notre PIB, l'avenir est quand même relativement sombre. Alors tout ça pourrait être sauvé par le dernier élément qu'il faut surveiller, qu'il faut avoir en tête, c'est la croissance économique. Tout mécanisme d'endettement repose sur une promesse de revenus futurs. Si on raisonne à titre personnel, j'achète ma maison aujourd'hui 150 000 euros et je vais la rembourser à hauteur de 980 euros tous les mois grâce à mes revenus des 25 prochaines années. Tout le monde comprend ce mécanisme. Au niveau d'un État, c'est exactement la même chose, sauf que le revenu de l'État, c'est la croissance économique. Et donc, par rapport à la croissance économique, les revenus fiscaux qu'il va tirer de cette croissance économique qui va s'exprimer par des rentrées fiscales. Le problème, c'est que l'on constate que depuis 40 ans, et je dis bien 40 ans, la croissance moyenne de la décennie en cours est très largement inférieure à la croissance moyenne de la décennie passée. Et aujourd'hui, dans la décennie dans laquelle nous sommes, on va dire 2010-2020, on est très clairement sur une croissance zéro. Et en réalité, la croissance zéro, elle dure quasiment depuis 2007, on va dire. Bon, donc depuis le début de ce qu'on peut et de ce que l'on a appelé la crise des subprimes, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus large. Donc quand tu prends ces trois paramètres, un stock de dette phénoménal, une composition de ton PIB qui fait que, en réalité, toute la croissance est réalisée à crédit via la dépense publique. Et que, en réalité, même en faisant plein de dettes, même en consommant de l'argent qu'on n'a pas, etc., etc., on n'arrive pas à avoir de croissance.
il s'agit pas de dire je crois ou je crois pas dans un effondrement, dans un crash, dans un problème économique. Il s'agit juste de dire mais c'est factuellement impossible qu'il en soit autrement. Il n'y a pas d'autre possibilité que de se manger le mur vers lequel nous nous dirigeons gaiement, en allant de plus en plus vite et en klaxonnant. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, si tu veux, c'est factuel. Et moi, je veux rester dans le factuel. Je veux pas justement rentrer dans ce domaine de la croyance. Alors après, on peut envisager des solutions et on pourrait se dire, bah, d'accord, est-ce qu'on peut éviter l'impact? Est-ce qu'on peut éviter de se manger le mur? Et alors c'est là où tu as deux écoles. Tu as l'école qui va dire oui, c'est encore possible, peut-être qu'on pourrait, si on faisait ci ou si on faisait ça. Ça passe pas par de la réformette, par un peu de libéralisation en plus, par bah, si on bossait 39 heures au lieu de 35, de toute façon, il n'y a pas de boulot, alors tu peux toujours faire bosser plus ceux qui ont un travail, ça changera rien, tu as les trois quarts des entreprises qui ont des carnets de commandes qui sont vides, etc., etc. Donc tout ça, de toute façon, c'est de la roupie de Sansonnet par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Donc tu as la première école qui va dire oui, on pourrait éventuellement en faisant beaucoup de choses. Bon, le problème, à mon sens, de l'école de pensée qui dit on peut encore éviter l'impact, c'est que le changement demandé, l'ampleur, si tu veux, du changement qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir éviter la banqueroute et la faillite, eh ben, il est aussi douloureux que la banqueroute et la faillite en elle-même. Et donc j'avais écrit un papier que j'avais intitulé Les conséquences de la faillite ou les conséquences pour éviter la faillite sont exactement les mêmes. Prends le cas de la Grèce. La Grèce n'a pas fait faillite, mais pour ne pas faire faillite, elle a dû amputer son PIB de 30%. Et donc, on voit les ravages sociaux que tu as eu en Grèce. Peu importe que ce soit bien ou mal. Pareil, ne jugeons pas, hein, ne rentrons pas dans il fallait, les Grecs étaient des voleurs, pas des voleurs, ils payaient leurs impôts. Peu importe. Ils ont dû réduire de 30% la taille de leur PIB en 4 ans, 5 ans. Donc c'est extrêmement violent, et évidemment, les gars se suicident, ils se jettent par les fenêtres, ils s'immolent par le feu, ils peuvent plus se soigner, ils peuvent plus bouffer, ils retournent à la campagne parce que de toute façon, il n'y a que ceux qui ont un lopin de terre qui arrivent à s'en sortir. L'immobilier à Athènes, c'est une catastrophe, ça vaut rien, il n'y a plus rien qui se vende, tous les magasins sont vides, etc., etc. Donc si tu veux, la réalité grecque est extrêmement noire. Mais la Grèce a des qualités et des défauts qui ne sont pas les qualités et les défauts françaises. De la France. La France a des fragilités qui sont telles qu'une austérité à la grecque, c'est le chemin le plus court pour la guerre civile en France. Notamment parce que tu as une typologie de dépenses publiques, une politique d'assistanat qui fait que dans les campagnes françaises, tu as 80% ou 70% de gens dans certains bleds qui ne vivent que des minima sociaux, des APL et du petit RSA, voilà, et c'est ça qui remplit les troquets de France et de Navarre. Dans les banlieues, tu as énormément de gens qui vivent également des minima sociaux et des aides diverses et variées, et que si tu coupais tout ça demain, et c'est ça qui représente le gros de la dépense publique, et que si tu coupais tout ça demain, les soins médicaux gratuits, les aides au logement et les minima sociaux, hein, donc les mères célibataires, seules qui élèvent leurs 10 gosses, etc., etc. Bon, tout ce qui représente, si tu veux, le très gros de la dépense sociale. Tant que tu n'attaqueras pas ça, parler de réduction des dépenses de l'État, c'est une foutaise, d'accord? C'est juste de la blague. Bon, le problème, c'est que tous ces gens-là, et encore une fois, ne jugeons pas, posons simplement factuellement les faits. Tous ces gens-là, ils ont besoin de ça pour vivre. Et comme tu n'as pas de croissance économique à côté, si tu retirais aujourd'hui, dans une période économiquement très compliquée, tout cet assistanat-là, les gens derrière, ils ont rien. D'accord? Et il n'y a pas la possibilité de retrouver du boulot aujourd'hui. Donc ça, en plus, c'est des réformes ou des changements que tu peux faire quand tu as de la croissance économique et que les gens, au moins, tu dis oui, bon ben, tu peux penser, hein, c'est ton droit. Tu peux penser que les gens, ils foutent rien, ils ont qu'à aller travailler. Donc ça, ce raisonnement, il fonctionne quand tu as de la croissance et qu'il y a du boulot.
Donc là, effectivement, à la limite, intellectuellement, tu peux dire, je coupe toutes les aides et les gars, ils vont bosser. Bon, ok. Sauf qu'aujourd'hui, quand bien même tu le ferais, quand bien même tu penses que c'est juste, qu'il faut le faire, etc., tu ne peux pas nier le fait que si tu coupes aujourd'hui les aides, les gens, ils ont rien, y compris pas de boulot. Donc, voilà pourquoi, moi, je pense que l'école de pensée qui consiste à dire oui, on peut encore faire quelque chose, se trompe. Mais là aussi, j'essaye de m'inscrire non pas dans la croyance, mais dans l'explication et le raisonnement et l'argumentation. Donc logiquement, si je pense que cette école de pensée se trompe, ça veut dire que techniquement, en fait, l'impact a déjà eu lieu. C'est-à-dire que je rejoins plutôt l'école de pensée du Titanic, c'est-à-dire que nous avons déjà heurté l'iceberg, les soutes sont en train de se remplir, mais les gens et les passagers n'ont pas encore conscience du fait que dans quelques heures, le bateau va couler et que ce sera le drame. Et je pense qu'on en est là. Ils commencent quand même à avoir un peu conscience. La prise de conscience commence un petit peu, effectivement, et il y a des choses qui commencent à être dites et les gens ressentent de façon diffuse qu'on va effectivement vers des problèmes.